cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors il ne se passe pas un jour sans qu'un fait divers rapporte un drame humain. Alors certes, la violence a toujours existé, mais aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que la société française manque sérieusement de capacité à bien vivre ensemble. Alors comment faire concilier les trottinettes avec les voitures sur la même chaussée? Alors bien sûr, je choisis exprès un exemple assez loin de l'humain, justement pour ne pas rentrer dans des considérations qui pourraient s'apparenter à du racisme. Mon invité Didier Pleu, depuis fort longtemps, nous explique à quel point il est essentiel que les enfants apprennent dès leur plus jeune âge ce qu'est le principe de plaisir et le principe de réalité. En d'autres termes, qu'ils apprennent qu'il n'est pas possible d'accéder à tous ces désirs, que la vie en communauté répond à de nombreuses règles. Durant ces 2 heures, nous allons voir en quoi les carences éducatives jouent ce rôle dans la violence actuelle et ce manque de civilité qu'on remarque tous évidemment. Alors si vous avez envie de témoigner, que vous avez des questions à poser à Didier Pleu, eh bien vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Didier Pleu. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Alors oui, ça fait longtemps que vous nous parlez de cette difficulté à ce que les adolescents, les adultes ne respectent pas autrui parce qu'ils sont justement dans ce principe de plaisir, tout leur est dû. Vous avez alors. On va essayer de parler de tout ça sans rentrer évidemment dans des polémiques politiques, mais est-ce que vous pensez que les carences éducatives, justement, par exemple, ont des répercussions sur les problèmes psychiatriques? Parce qu'on parle beaucoup de problèmes psychiatriques en ce moment. Oui, une fois de plus, vous visez juste, Brigitte, parce que j'en parlais avec un collègue, on avait une formation de psy l'autre jour, et on parlait effectivement de ces fameux diagnostics psychiatriques quand il y a des passages à l'acte terroristes ou délinquants, etc. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas psychiatriques, mais ce que l'on se disait, c'est que quel est le diagnostic en psychiatrie? C'est ça qu'il faudrait demander. Là. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Il est malade? Et c'est un carencé affectif ou il a besoin de limites, etc. On a l'impression que c'est le grand flou. Quand on dit il est suivi, cet homme-là dangereux est suivi psychiatrique, mais on ne sait pas quel est le suivi. Qu'est-ce qu'on fait? Une psychothérapie où on voit un psy toutes les semaines ou tous les 15 jours? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas du tout de cela dont il a besoin, mais peut-être beaucoup plus de déconditionnement, de choses comme ça, parce que c'est quelqu'un qui a été endoctriné. Donc ça pose le problème du diagnostic. Souvenez-vous, comme ça posait le problème du diagnostic, alors c'était une autre affaire, dans l'affaire Outreau. On s'était acharné sur le jeune juge là, qui avait été un peu rigide, mais personne n'avait parlé des experts psy qui avaient décrété, selon des dessins, etc., thèse du Rorschach et autres, qu'il y avait des adultes qui avaient été maltraitants, etc., et qui avaient aussi, par le dessin, des victimes qui étaient les enfants. Moi, je crois qu'il faut qu'on repose sur la table ces histoires de c'est quoi un suivi psychiatrique et pourquoi. Et là, effectivement, ça rejoint votre sujet. Je pense qu'il y a énormément de personnalités qui passent à l'acte, adolescents, jeunes adultes, parce que tout simplement, ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, etc. Souvenez-vous, après les émeutes qui ont suivi l'affaire du jeune Naël. Oui, la mort de Naël, oui, bien sûr. Oui, et quand il y a eu effectivement une enquête qui a été faite auprès des émeutiers, c'était pas du tout des convictions religieuses ou politiques ou je ne sais quoi. La plupart disaient on a cassé pour le fun. Et pour voler dans les magasins, tout ce qu'ils pouvaient voler, on l'a bien vu dans les images diffusées sur les chaînes d'infos. Je crois, Didier Pleu, qu'il y a quelque chose peut-être que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être pas trop au courant de comment fonctionne le psychisme humain, mais qu'on soit psychiatre, psy ou tout simplement thérapeute, on sait très bien qu'un être humain va peut-être passer de l'autre côté, si je puis dire, suite à un traumatisme, suite à des problèmes, et plus il aura été
structuré, si je puis dire, durant l'enfance, moins il y a de chances que le traumatisme le fasse passer de l'autre côté. Je crois que ça, on est assez d'accord tous là-dessus. Mais évidemment qu'il y a quand même des personnes qui sont schizophrènes. On ne sait pas trop si c'est génétique, si c'est dû à des... Mais on sait aussi que des personnes qui sont un petit peu borderline vont plus facilement tomber de l'autre côté, si je puis dire, à partir du moment où il n'y aura pas eu une éducation correcte. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? Oui, ça c'est le point central, parce qu'effectivement, il y a des cas psychiatriques. On est tous d'accord, il y a des schizophrènes, etc. Mais vous avez cerné le problème. Quand vous dites qu'il y a aussi des gens qui ont souffert de traumatisme et tout, là je dis attention. Si on continue de dire que les passages à l'acte viennent de carences affectives, on va dans le mur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des passages à l'acte qui viennent de gens qui ont été traumatisés, maltraités dans leur enfance, mais on ne peut pas passer tout le temps la carence affective devant la carence éducative. C'est-à-dire qu'il y a carence éducative, c'est quoi? Il y a des enfants qui peuvent très bien être bien aimés, bénéficier de l'empathie de leurs parents, bénéficier de tas de choses, mais qui sont pas élevés à la frustration, vous le disiez dans votre introduction, des enfants qui sont simplement dans leur pulsionnel, je fais ce que je veux quand je veux, mais qui sont entourés d'un environnement très chaleureux, très bienveillant. C'est ça qu'il faut distinguer. Il faut distinguer les carencés affectifs qui effectivement ont besoin peut-être d'une psychothérapie, de combler leurs cicatrices d'enfance, etc. Et les carencés éducatifs qui, eux, n'ont pas besoin de bienveillance, d'empathie, etc. Enfin, qu'en ont besoin, mais pas uniquement, mais qui ont besoin d'éducation et d'autorité. Le problème de la carence éducative, c'est le problème d'autorité. Et si l'autorité est simplement compréhensive et bienveillante, ça ne marche pas, comme vous l'avez dit. L'humain, il est prisonnier de son pulsionnel, il attend des limites. Et si les limites, c'est simplement du verbe, du discours, du respect, ça ne suffit pas. Certains tempéraments ont besoin d'une limite beaucoup plus ferme. Et c'est ça l'autorité. Et moi, ma crainte, c'est qu'on retombe dans l'autoritarisme. C'est-à-dire, ça sera, allez, hop, les blouses grises, on discute plus comme il y a 100 ans. Non, l'autorité juste, elle est bienveillante, mais très ferme, très conflictuelle. Et très jeune, hein. Encore une fois, c'est dans les premiers, dès les premiers mois, si je puis dire. Alors évidemment, on n'agit pas de la même manière avec un bébé qu'avec un jeune enfant, mais l'autorité, elle s'inscrit dès le départ. Et moi, j'aime bien toujours me référer au monde animal, Didier Pleu. On voit bien dans le monde animal comment, on va parler des mammifères évidemment qui sont assez proches de nous, on voit bien comment la mère remet les petits en place dès leur plus jeune âge, dès qu'ils sont venus au monde. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est là aussi où certains psys ou pédopsychiatres, etc., tirent la sonnette d'alarme. C'est que tous ces enfants qui sont élevés sans père, ou en tout cas sans une autorité, parce que l'autorité peut aussi être maternelle, bien sûr, peuvent être des futurs, alors, je ne veux pas dire délinquants parce que ce serait stigmatisé un peu trop, mais peuvent devenir des adultes qui ne seront jamais adultes, justement parce qu'ils n'auront jamais la maturité nécessaire pour savoir que l'autre existe et qu'il y a des limites obligatoirement à notre grand plaisir, etc. Oui, parce que quand vous faites référence aux mammifères, comme vous dites, quand vous faites référence à l'éthologie, c'est toujours pareil. Où on prend l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement animal pour s'en inspirer, mais il faut faire attention. Moi, j'ai toujours appris en tant qu'étudiant, c'était Konrad Lorenz et les petits canards qui suivaient la maman. Donc, c'était l'éthologie dans le sens, l'amour est inéluctable, l'amour est formidable, etc. Ça va tout régler. Mais comme vous le dites aussi, vous qui souvent montez à cheval, vous savez très bien que si on câline une gentille pouliche, on la brosse, on est sympa avec elle, si on la monte, ça posera pas de problème. Mais si vous faites la même chose à un cheval fougueux sans le brider, ça sera peut-être un peu plus problématique. C'est uniquement ça mon affaire. Il y a des tempéraments différents, et justement l'éthologie, le monde animal nous le montre. Il y a des êtres humains qui se régulent, qui s'empêchent au niveau pulsionnel plus que d'autres, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'être non pas dressés, bridés dans le sens le plus primaire, mais qui ont besoin d'une autorité très ferme. Sinon, c'est
ça va se développer vers l'enfant roi, l'ado roi, l'adulte roi, ce que je dénonce depuis maintenant des décennies. Et malheureusement, vous aviez raison et les événements le prouvent. Oui. Alors, on pourra peut-être aussi parler de civilité, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui oublient de dire bonjour, qui ne se lèvent pas pour céder la place à une vieille personne. Enfin, ça aussi, c'est un problème de société qu'on constate et qui s'aggrave. Donc, on parlera de tout ça. Et dans un instant, Didier Pleu, c'est Marjolaine qui va prendre la parole. Vous aussi, vous pouvez réagir au 0826 300 300 si vous avez des questions justement éducatives à poser à Didier Pleu. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Didier Pleu est avec nous. Je vous rappelle le titre de livre de Didier Pleu dont on a besoin, l'éducation bienveillante, ça suffit. C'est aux éditions Odile Jacob. Je ne dis pas, Didier Pleu, que vous buvez du petit lait en ce moment, hein, mais c'est vrai que vous devez être quand même heureux de voir que vous aviez raison malgré tout, parce que Dieu sait si on vous a critiqué durant toutes ces 20 dernières années. Marjolaine, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Bonjour. Eh ben moi je suis victime de cette éducation bienveillante. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai été éduquée un peu comme ça. Ma mère, elle a eu de la chance, je pense, parce que elle était c'était le retour des 68 arts. Elle était un petit peu en décalé avec son temps. Il était interdit d'interdire à la maison. Mais elle a eu 4 enfants et ça s'est relativement bien passé. Alors, à la maison, certainement que ça criait beaucoup, mais c'est vrai que il n'y avait pas de punition, il n'y avait pas de. Et moi, j'ai toujours recherché cette autorité-là ailleurs. Donc moi, je l'ai trouvée dans la danse classique. Ah oui. J'ai été danseuse professionnelle et je l'ai trouvée aussi dans on va dire dans un coach. Alors c'est une prof de danse, mais même aujourd'hui, elle est encore. Pas bienveillante du tout, mais quelqu'un à qui je dois le respect. Voilà, quelqu'un à qui on peut tenir le respect. Non mais Marjolaine, la danse classique, on peut pas faire ça à moitié. Hein, c'est une discipline de fer. Hein, c'est ça. Et du coup, moi, j'avais vraiment besoin de ça. Hein. Et suite, ma mère, c'est comme si elle avait baissé les bras, mais elle n'avait pas été éduquée non plus. Donc, elle était née pendant la guerre de 40. Elle avait pas eu, c'était une mère-fille. Bon, en gros, voilà, elle a été élevée par une nourrice. Donc voilà, elle n'avait pas d'exemple non plus. Mon père, pareil, il a été élevé par sa tante. Donc c'est des cas qui n'ont pas eu d'exemple. De bonne éducation, donc ils se sont construits à travers des livres. Mon père a lu Freud, a lu des trucs comme ça. Il a essayé de faire le mieux possible, mais toujours en expliquant, en donnant alors certainement beaucoup plus patient que moi je le suis, parce qu'on n'hérite pas de tout. Et moi en fait j'ai essayé mille et une choses, mais jamais essayé la bonne méthode. En tout cas, j'ai 2 enfants. Oui, ils ont quel âge ? Ils sont rapprochés, ils ont 1 an d'écart, il y a 8 ans et 9 ans. D'accord, c'est des filles ou des garçons ? Les 2. J'ai la grande, c'est la fille, et le petit, c'est le garçon. D'accord. Et donc le petit, il a été, comment on appelle ça, décelé TDAH, donc il est trouble du comportement avec hyperactivité. Pour le scolaire et aussi un 10, donc il est dysorthographique et dyslexique. Du coup, gros problème scolaire, gros problème de frustration aussi de nature. Et je pense que ça passe certainement par une maman très 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 préoccupée par son fils qui était pas pareil que sa fille. Donc du coup, il n'est pas pareil. Voilà, donc du coup on fait plus attention et on le surprotège certainement. Et c'est un garçon. Et la fille qui était l'aînée, mais qui avait qu'1 an de plus, oui. Et on lui dit attention, c'est un bébé. Attends, mais elle aussi c'est un bébé, mais on voit pas ça comme ça quand on grandit. Et aujourd'hui elle est hyper jalouse de son frère. Ils sont très agressifs l'un envers l'autre. Mais vous êtes un peu perdu. Vous avez envie donc que Didier Pleu vous donne quelques conseils, me semble-t-il. Ah bah oui. Mais là déjà rien que l'introduction m'a aidé déjà. Bon. Didier, de allez-y. revenir dans l'éducation, on va dire traditionnelle, je pense que oui, ça me parle.
Non, mais Marjolaine vient de dire des tas de choses intéressantes. D'abord, sur les origines de nos doutes quand on veut faire de l'autorité dans la famille, elle le dit. Par ma génération, moi j'étais né dans les années 50, c'est évident qu'on a subi l'autoritarisme. C'était trop fort. Oui. À l'école. Oui. Les paterfamilias, etc., les baffes, les violences éducatives, on a connu. Donc c'était nécessaire au niveau des années 70, on va dire 68, pour faire symbolique, qu'il y ait une révolte contre ça. Mais le problème, c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'était devenu ni Dieu ni maître. C'est-à-dire, pour lutter contre l'autoritarisme, on a complètement annulé l'autorité. Ce qui fait la fameuse phrase, il est interdit d'interdire. Hein. Oui, sous les pavés la plage et tout le truc. Donc c'est vrai que non, mais il n'y avait pas que des libertaires en 68. Moi, je faisais pas partie de ce mouvement-là du tout. Mais c'est vrai que Marjolaine, elle a raison quand elle dit que ses parents, ils ont pas su quoi faire. Ils ont beaucoup lu les bouquins de psy. Ça a commencé dans les années 70. Quoi. Les bouquins de psy. Alors vous allez me dire, je suis toujours à remettre le couvercle, mais bon, si Françoise Dolto a été très importante pour le respect inconditionnel de l'enfant. Question autorité, zéro. Hein. Je suis en train de d'écrire un bouquin sur l'autorité en ce moment. On m'a dit de lire ça quand j'avais des enfants. Non, c'est l'autorité à la Dolto, c'est bien, mais c'est de la bienveillance, c'est de l'empathie, c'est du respect. Mais le côté autorité, comme vous l'avez dit, savoir sanctionner, savoir être conflictuel, savoir être déséquilibrant, savoir être un modèle, savoir être dominant, non, puisqu'elle disait que les enfants n'ont que des droits quand les parents n'ont que des obligations. Donc, je ne vais pas revenir sur elle, paix à son âme, mais c'est vrai que malheureusement, ça s'est décliné avec ses héritières. Et toutes les héritières de l'éducation bienveillante vous disent la même chose. Beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, beaucoup de verbes, beaucoup de symbolique, beaucoup de partage, et ça va suffire. Alors, je pense que, Didier Pleu, excusez-moi, je vous redonne la parole tout de suite, mais je pense que ça peut marcher avec des personnes qui sont réellement très dans la compréhension du psychisme. Moi, j'ai autour de moi quelques personnes qui sont particulièrement des femmes qui ont des enfants, et les enfants qui sont maintenant adultes vont très bien, mais parce que ce sont des personnes qui sont dans le psychisme. Donc on peut, mais pour des personnes qui ne comprennent pas très bien, forcément que ça a créé de nombreux dégâts. Je vous laisse continuer. Quand vous dites cela, Brigitte, c'est parce que vous parlez de tempérament. Du Dolto, l'éducation bienveillance à la française, dans des tempéraments plutôt introvertis, distanciés, chez les enfants un petit peu rêveurs, voire anxieux, c'est très bon. Ils ont besoin de ça en majorité, et dès qu'il y a un dominant, ils peuvent être écrasés dans leur coin. Mais ça ne marche pas avec ce que j'appelle les chevaux fougueux, les tempéraments excessivement en appétit, toujours dans le plaisir, toujours quémandeurs. Et la preuve, c'est que quand Marjolaine nous dit que ses enfants ou son petit enfant a été diagnostiqué TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, c'est typique de nos enfants les plus fougueux, les plus quémandeurs, les plus intolérants aux frustrations. C'est pour ça que je suis content que à Marseille, le professeur Da Fonseca, maintenant il parle du syndrome Pleu. Vous voyez comme quoi, Brigitte, j'ai le vent en poupe en ce moment. Je vois. Il est en train de dire à ses spécialistes pédopsychiatres de la petite enfance, avant de diagnostiquer les troubles déficitaires de l'attention, vérifier le syndrome Pleu. C'est quoi? Vérifier s'il n'y a pas des carences éducatives, si l'enfant n'est pas trop devant les écrans, si l'enfant effectivement participe aux tâches ménagères, si l'enfant n'est pas tout le temps dans la protection, dans le jeu, dans la communication. Est-ce que lui-même accepte l'effort, accepte des petites tâches. Mais c'est vrai que vous avez raison. On a eu tendance ces dernières années à tout de suite mettre hyperactif ou je ne sais quoi, alors qu'en fait c'est souvent juste un problème de carence éducative. C'est pour ça qu'il faut le vérifier avant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de faux TDAH, il y a des vrais TDAH, mais avant, vérifions avec du bon sens. Et c'est ça l'autorité. L'autorité, c'est avoir du bon sens, c'est-à-dire qu'est-ce que mon enfant fait pour tolérer ou non. Alors justement, on va faire une petite pause. Marjolaine, réfléchissez pendant la pause. Est-ce que vous avez donné suffisamment d'autorité quand il était plus jeune à votre fils qui a maintenant 8 ans, ou est-ce qu'au fond c'est peut-être ça qui fait qu'il est un petit peu insupportable aujourd'hui? Et après la pause, vous reparlerez avec Didier Pleu et on verra comment vous pouvez rectifier le tir, parce qu'en fait c'est ça votre questionnement évidemment. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons les problèmes de civilité et le manque d'éducation avec Didier Pleu aujourd'hui, auteur de l'éducation bienveillante, ça suffit aux éditions Odile Jacob. Marjolaine, je vous posais la question, donc votre fils un petit peu insupportable aujourd'hui, est-ce qu'il a d'après vous eu une éducation suffisamment sérieuse, ou est-ce que vous pensez que ça peut venir aussi de là?
Oui, je pense que ça peut venir de là parce que mon mari était plutôt dans le jeu et dans pas dans la bonne autorité. Pas la bonne autorité, plutôt le jeu, le rire, voilà, pas le bon ton. Et moi, j'avais beau crier, ça sert à rien parce que j'avais pas d'aide derrière. Il n'y avait pas le côté non, on donne, voilà. C'était fallait pas que ça crie, fallait pas que ça pleure, fallait que voilà, ça soit calmé avec ce qu'il voulait en fait. D'accord. Donc oui, il y a pas. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Bon, on est plus d'accord, mais ça fait pas assez longtemps. Donc on s'est un peu perdu, mon mari et moi. Et là, on vient juste de se remettre dans le bon chemin. C'était à 2 doigts de la rupture, hein. Donc il y a eu des très hauts et des très bas. Et là, je pense que ça redevient plus stable. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de venir parler, parce que un enfant, c'est des éponges. Et moi, je vois très bien que j'ai perdu l'autorité très rapidement si on n'est pas accompagné. La mère, malheureusement, n'a pas une voix qui fait que l'autorité est aussi importante qu'un homme, malheureusement. Alors, je sais pas sauf si on est tout seul. Sauf si on est tout seul à gérer, on est tout seul. Donc, il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui va aider à quelque chose. Mais si on est deux, l'enfant, il va faire au plus simple. Hein. Didier, qu'est-ce que vous répondez à Marjolaine ? Elle pointe bien la difficulté quand on est parent. S'il n'y a pas de cohérence, celui qui donne l'autorité, ce sera le père ou la mère fouettard, et ça marchera pas. Donc, il faut vraiment avoir 2 discours cohérents quand on étudie, quand on établit ce qu'on appelle des règles familiales, quoi. C'est pas une histoire de genre, homme-femme, c'est les 2 en même temps. Mais je répète, quand on établit les règles familiales, faut pas du tout que ce soit horizontal avec l'enfant. Je vois trop ça. On me parle de démocratie familiale où l'enfant décide aussi des règles frustrantes à la maison. Non, il va pas décider de se frustrer. Il est pas fou, l'enfant. Donc, ce sont les parents qui décident des règles familiales. Les parents sont au-dessus de l'enfant. Ils sont la verticale de l'enfant. Il y a une hiérarchie dans la famille, ce qui a été contesté depuis des décennies. Quand je parle de hiérarchie dans la famille, on me dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Le terme est bien clair, hein. On élève ses enfants. On est au-dessus. Donc, pour les élever, il faut les faire monter, et c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, Marjolaine, aujourd'hui, Didier ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? C'est qu'elle travaille bien sûr, qu'elle lise tous les soirs mes bouquins avec son mari. Hein, elle s'amusera. C'est pas de la grande théorie, mais non, mais j'ai des trucs comme les 10 bons sens les 10 commandements du bon sens éducatif. C'est ce que j'appelle l'autorité en amont, c'est-à-dire de redécider de règles, effectivement, très de bon sens, qui sont est-ce que notre enfant est pas trop stimulé tout le temps à être dans des jeux, jamais il s'arrête, jamais il s'ennuie, jamais il rêvasse. Est-ce que on demande même à un tout petit de mettre un petit peu des couverts sur la table ou de faire un dessin pour les grands-parents, c'est-à-dire de faire des choses dont il a peut-être pas envie tout de suite, mais qui sont des choses de lien social, d'aider les autres. Est-ce qu'on l'oblige quelquefois à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire pour faire des efforts, que ce soit au niveau physique, des petits sports, des petites choses, des jeux qu'il n'a pas envie de faire, peut-être des jeux de société. C'est reprendre des choses pour éviter qu'il soit tout le temps dans l'immédiateté, dans le pulsionnel, dans je fais ce que je veux quand je veux, et tout le temps dans l'action, quoi. Donc c'est vraiment des choses de bon sens. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, c'est toujours plus compliqué quand on sait pas, Didier Pleu. En tout cas, Marjolaine, merci de votre témoignage. On continue tout de suite avec Elisabeth qui nous rejoint. Bonjour Elisabeth. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Didier Pleu qui est avec Didier, nous. Oui. Allez-y, on vous écoute. Alors moi j'ai beaucoup aimé tant votre introduction avec votre invité que la personne qui vient de parler courageusement juste avant, parce que moi j'ai été une enfant qui a vécu de l'autoritarisme de ses parents. Pourtant je suis née dans les années 60, mais alors la bienveillance n'était pas à l'ordre du jour, et puis j'ai vécu beaucoup d'injustices, beaucoup de malveillance même, hein, vraiment. Et du coup j'ai fait très différemment avec mes enfants. Et j'en ai même fait un choix de métier, c'est-à-dire que je suis devenue enseignante pour pouvoir aider tous ces enfants qui subissaient. Je me permets d'avoir un petit rictus un peu d'ironie, si je puis dire, parce que les choses se sont complètement inversées. Et moi qui voulais aider les enfants, oui. Je trouve que nous, en tant que personnel de l'éducation, on est devenus les souffres-douleurs des élèves.
Vous avez remarqué cette évolution assez brutale à partir de quand, Elisabeth? Alors, je dirais, bon, c'est peut-être... c'est mon point de vue, je voudrais surtout penser à une règle, mais je trouve qu'il y a eu le basculement d'Internet, mais aussi basculement d'Internet qui fait que les tout jeunes ados de l'époque sont devenus des adultes aujourd'hui, et parfois ils ont eu des enfants tôt, donc c'est des jeunes ados de... Ah, j'ai l'impression qu'on a un petit problème avec Elisabeth, ça a coupé. Didier Pleu, peut-être que vous pouvez répondre justement à la question que j'ai posée à Elisabeth. À partir de quand ça s'est vraiment dégradé? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui ça n'a plus rien à voir avec les années la fin du XXe siècle. Non, on l'a déjà évoqué, ça s'est dégradé bien sûr après 68 quand le bébé était jeté avec l'eau du bain et que tout ce qui était autorité... Non mais on parlait de l'école, je crois qu'on a retrouvé Elisabeth. Elisabeth, oui allez-y Elisabeth. Oui pardon, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave, c'est le direct. C'est vrai. Je trouve, de ce que je vois, c'est que les enfants sont devenus des tyrans et que tout est de la faute de l'autre. Leur enfant est un dieu. Fille comme garçon. Et à partir de quand vous considérez que ça s'est réellement dégradé puisque c'était... Je dirais il y a une petite vingtaine d'années. C'est ça, début des années 2000, oui. Oui. Mais c'est effroyable, parce qu'on parle des plans de ci et de ça, alors qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut, nous, au sein de l'école, si... en dehors de l'école, qui est quand même une grande partie de la vie aussi, les parents n'ont pas le même discours de bon sens, mais on s'en sortira pas. Et la violence qu'on constate, qui est extrême, même chez les tout petits, je vous assure qu'en maternelle, on voit déjà une violence très très forte, et soutenue par les parents, parce que c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours la maîtresse ou le maître ou l'autre camarade. Oui, c'est jamais mon enfant, jamais mon enfant qui est violent, c'est toujours une réponse à la violence d'un autre, oui. Mais alors, qu'est-ce que concrètement on pourrait faire, Elisabeth, Didier Pleu? Parce que si on continue comme ça, on va retourner au Far West, Oui, justement, Brigitte, pour éviter le retour à l'autoritarisme, aux blouses grises, je ne sais quoi, aux instits violents qu'on a connus, etc., je crois qu'il faut s'armer très vite et parler de l'autorité. Alors moi, politiquement, je m'en moque, je suis pas forcément pour Attal, mais quand Attal dit qu'il n'y aura plus les parents d'élèves qui seront là quand il y aura des décisions de redoublement, voilà une bonne décision qui redonne de l'autorité aux enseignants. Comment voulez-vous qu'un enseignant ait de l'autorité si on lui dit maintenant les parents de toute façon décideront en dernier recours du redoublement ou pas? Oui, il y a des choses à faire à l'école très vite. Pourquoi on a supprimé les notes? Pourquoi on a supprimé les devoirs? Toutes ces choses ont été vécues comme du fascisme, alors que c'était effectivement simplement une réalité pour graduellement dire à l'enfant voilà ce que tu peux faire en progrès et autres. Donc non, il faut rétablir l'autorité à l'école par des décisions, l'uniforme, j'en sais rien, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est une urgence parce que comme vous l'avez dit, tout le monde se renvoie la pièce, quoi. C'est-à-dire les parents disent c'est le problème de l'éducation nationale et à l'éducation nationale, on dit que c'est le problème des parents. Il faut que tout le monde travaille ensemble et surtout, faut redonner une bonne autorité à l'enseignant. Souvenez-vous, quand vous demandiez ça date depuis quand, ça date, j'ai envie de dire, depuis mon premier bouquin il y a 22 ans qui s'appelait De l'enfant roi à l'enfant tyran. À l'époque, on me disait c'était n'importe quoi. Non, ça a commencé. Et puis, il faut aussi parler des pédagogies centrées sur l'élève, qui moi, sont des catastrophes. Non, la pédagogie n'est pas centrée sur l'élève. On n'est pas à l'école pour du développement personnel. C'est pas une psychothérapie. C'est pas un club med d'école. La pédagogie doit être centrée sur le savoir et sur les enseignants, pas sur l'élève. Vous voyez, tout a basculé. Tout a basculé dans le sens développons l'enfant, développons son ego. Oui, il faut pas le castrer, l'annuler comme les écoles grises du début du XXe siècle, mais il faut aussi qu'il apprenne l'effort, le respect de l'adulte, pas d'horizontalité même en classe, etc. Et redonner, je répète, du bon sens à tout ça. Elisabeth, je vous laisse conclure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, je suis totalement d'accord avec le discours qui est tenu. Pas d'autoritarisme, mais une saine autorité des enseignants. On n'est pas tous des bourreaux pour les jeunes. Loin s'en faut. Et puis remettre du bon sens. Mais je ne suis pas certaine que ça aille dans ce sens-là parce que moi je dis aujourd'hui, on nous demande énormément de choses, tout pour chaque enfant. Et vous avez raison. C'est tout de l'individualisme pour chaque enfant. C'est invivable. C'est insupportable. Et on fait croire que chacun, c'est la 7e merveille
du monde. Oui, vous avez raison, Elisabeth. On le constate aussi sur les questions, par exemple, de genre. On veut que chacun ait sa totale liberté. Je suis désolée, il y a malheureusement ce qu'on appelle la norme, et il faut que ce soit la norme qui l'emporte et non pas les exceptions. Et ça me paraît important qu'on comprenne tous ça, parce que ces derniers temps, on a fait des lois qui favorisent les minorités, et je pense que à force de favoriser les minorités, on favorise en effet l'individualisme. Alors ça m'ennuie un peu de tenir ce discours-là, parce que moi je suis plutôt quelqu'un de totalement libertaire, mais je dois bien constater que malheureusement on en est là. Donc peut-être qu'il faut. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Didier Pleu, de ce que je viens de dire. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi aussi, je suis gêné. Si les gens savaient mon parcours, non pas politique, philosophique, etc., ils verraient que je suis pas un facho, je suis pas un réac. Je suis aussi de cette mouvance liberté individuelle, libre arbitre, et ne pas souffrir de tous les autoritarismes d'antan. Mais il va falloir qu'on se pose la vraie question. L'être humain, vous l'avez dit, s'il est exacerbé dans son individualité, le lien à l'autre, le lien social se délite. Donc, il va falloir retrouver quelque chose au milieu. Est-ce qu'on peut épanouir son ego, sa personnalité, tout en acceptant l'autre et de vivre en société? C'est simplement ça l'enjeu. C'est pas revenir en arrière, je ne sais pas quoi, au temps napoléonien, mais c'est de se dire, on sait qu'on a été trop loin dans la bienveillance, dans l'horizontalité. Est-ce qu'on peut retrouver une bonne autorité, c'est-à-dire des enseignants qui sont des modèles, qui sont respectés, et non pas, effectivement, comme on voit en ce moment, les enseignants sont chosifiés comme les parents. Oui, mais voilà. C'est très très dur aujourd'hui pour les enseignants, et je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment difficile, vraiment. Bravo Elisabeth, vous faites un métier formidable, ne lâchez rien, faites ce que vous pouvez, et merci de votre témoignage. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez réagir vous aussi au 0826 300 300, à tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est donc en compagnie de Didier Pleu, psychologue, que nous essayons de comprendre quels sont les dangers de carence éducative. On va continuer, Didier Pleu, avec Florent, qui travaille également à l'éducation nationale. Bonjour Florent. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Bonjour. Alors, vous êtes également, si je puis dire, sur le terrain, Florent. Qu'est-ce que vous constatez? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, j'ai trouvé la première partie très très intéressante. Pour ma part, j'aurais un éclairage un petit peu différent, une analyse différente, à part pour des cas un petit peu spécifiques. Pour moi, le cadre et le côté autorité à remettre en place à l'école n'est pas vraiment le débat. Pour moi, à part des élèves qui sont vraiment perturbateurs ou des enfants qui n'ont pas de cadre et vraiment une carence qui est forte, le fait de construire une certaine horizontalité et un certain partage des responsabilités amène les enfants et les élèves naturellement à construire un esprit critique, à avoir une certaine autonomie de pensée, de mouvement, et se rendre compte, en étant accompagnés, mais pas par un cadre trop strict, qu'ils peuvent être épanouis dans leur scolarité et avancer dans la vie et avoir des choses transversales. D'accord. Vous êtes certainement pas dans un endroit trop défavorisé, j'imagine. Si, je travaille avec des élèves assez défavorisés, d'autres moins. Je travaille avec plusieurs sortes d'élèves. Alors, est-ce que c'est vous ou vos collègues sont dans le même constat? Il y a une dynamique collective. Il y a certains collègues qui pensent que le cadre trop strict va enfermer l'élève pour vulgariser vraiment à avoir un petit élève qui va obéir,
plutôt que l'état d'esprit où on va mettre à disposition un certain nombre d'outils, de façons de faire, pour que les élèves construisent eux-mêmes leur petite société avec leurs règles, qui sont bien sûr cadrées, mais de façon autonome pour qu'ils en comprennent le sens et voient un petit peu à quoi ça sert. Si je comprends bien, donc vous êtes plutôt pour une horizontalité. Donc Didier Pleu, je vous laisse réagir à ce que dit Florent. Oui, j'entends bien. De toute façon, moi, j'ai aussi beaucoup lu et cru à tout ce qui était livres aux enfants de Summerhill, etc., où on nous disait que l'autonomie de l'enfant allait se faire si l'autorité adulte laissait la place à un sentiment de partage, de créativité collective, etc. Oui, c'est un bel idéal. J'ai aussi entendu que souvent l'obéissance c'était égal dressage. Ça veut dire qu'on fera des moutons de panurge si les enfants obéissent à l'école, etc. Moi, j'ai entendu tout ça. Ce que je vois, c'est que cette philosophie-là ne marche plus avec ces enfants dont je parle depuis des décennies, c'est-à-dire ces enfants qui ont des carences éducatives à la maison. Quand ils arrivent à l'école, ça ne marche pas d'essayer d'avoir une démocratie scolaire où on va effectivement partager un maximum de choses. Ça marche pour les enfants les plus adaptés, les plus éduqués. C'est pour ça quand vous demandiez est-ce que votre interlocuteur n'est pas dans un milieu favorisé, oui, c'est le questionnement qu'on a. Les enfants éduqués, il n'y a pas de souci pour mettre n'importe quelle pédagogie. Mais on parle ici des enfants les plus difficiles, qui effectivement peuvent être avec 2-3 enfants, 2-3 trublions dans une classe, et vous avez toute la classe qui est en train de faire naufrage au niveau des apprentissages. Donc c'est ça mon inquiétude, c'est que oui, il faut de l'autorité parce que malheureusement de plus en plus d'enfants sont en carence. Donc oui, gardons l'idéal de la belle autonomie et du partage, mais pour l'instant, je crois qu'il faut revenir dans un cadre, sinon on va tomber dans le Florent semble dire le contraire. Alors oui, alors c'est un petit peu plus nuancé, c'est-à-dire que pour les élèves qui sont dans ces carences-là éducatives, personnelles, familiales, l'école se tourne aussi vers la famille pour les accompagner en ce sens. Et il y a un énorme travail qui est mené avec les familles pour essayer de rediriger et d'accompagner ces familles dans une dynamique progressive et d'accompagnement pour renforcer l'autonomie à la fois des parents qui ont perdu parfois l'autorité sur leur enfant et sur les aspects purement éducatifs, le sommeil, la santé, l'hygiène, ces choses-là. Et ce n'est pas en imposant aux parents qu'on va avoir un levier d'action efficace. On va enrôler les parents et faire d'eux des partenaires pour que, parfois à travers l'élève, pour qu'il puisse toucher ensuite sa famille, ou alors directement avec la famille pour avoir cette coéducation que l'on nomme beaucoup et qu'on essaye de faire vivre à travers un partenariat efficace plutôt que se dire il y a une carence éducative à la maison, en classe je vais avoir des règles très strictes, mais on sait bien qu'il y a une façon de faire à l'école où l'enfant est un élève et une façon de faire à la maison l'enfant est un enfant, mais il y a des règles qui sont transversales aux deux et l'école travaille en ce sens, a vraiment une horizontalité et un partage. Et du coup, bien sûr pour certains enseignants, il est indispensable d'avoir un cadre très strict dans leur classe pour pouvoir faire classe et pour pouvoir avancer, mais sur le long terme, et pour tous les enseignants qui sont pas capables d'appliquer ce cadre, et pour toute la vie de l'enfant qui est en dehors de ce cadre, dans la rue, à la maison, c'est un constat d'échec annoncé, à mon sens. Didier Pleu ? Non, mais j'entends bien, et c'est une belle idéologie, et je comprends aussi que le partenariat entre les parents et puis les enseignants, c'est une très bonne chose. Mais moi, mon inquiétude, c'est que c'était surtout, j'évoquais ça l'autre fois avec des enseignants, c'est le souci, est-ce que c'est pas d'élever le seuil de tolérance aux frustrations de nos enfants, que ce soit en famille et en école. Et je ne pense pas qu'on puisse élever le seuil de tolérance aux frustrations de nos enfants à l'école si on est dans une grande horizontalité. Je ne verrai jamais un enfant qui va décider de faire un apprentissage dur, un apprentissage qui ne le motive pas. Je crois que c'est ça l'autorité adulte, de dire, écoute,
on peut faire des choses sympathiques, mais il y a des choses incontournables au niveau de l'effort et de la frustration dans les apprentissages. L'autre jour, quelqu'un me disait, qu'est-ce que vous pensez de la pédagogie ludique? La pédagogie ludique, c'est faire passer un truc dur sympathique. Ça ne marche pas. C'est là-dessus que je dis qu'il faut une cohérence entre parents et puis enseignants. Comment on élève le seuil de tolérance aux frustrations de nos enfants qui s'affaiblit de plus en plus parce que les écrans, parce que société individualiste, parce que société de consommation, parce que, etc., etc. Il faut qu'on soit de concert là-dedans et non pas, effectivement, opposer autorité et puis je ne sais quoi, laxisme. C'est pas ça mon propos. L'autorité juste inclut le travail sur la tolérance aux frustrations et pas simplement que l'élève ou l'enfant soit content, satisfait, compréhensif au niveau des règles qu'on lui impose, etc. En tout cas, c'est vrai que Florent, vous êtes totalement en contradiction avec le témoignage d'Elisabeth qu'on a eu juste avant. Donc, moi, j'aimerais bien que ce soit vous qui soit dans le vrai et pas Elisabeth, hein, mais je suis pas sûre que les auditeurs soient convaincus, Florent. Mais bon, c'est votre. Mais il y a plusieurs vérités, ça ne me dérange pas. Oui, bien sûr. Et puis en plus, moi, je suis. Alors, c'est des sujets malheureusement que je ne connais pas trop puisque il y a longtemps que je ne suis pas retournée à l'école. Mais peut-être que la vérité est peut-être entre les deux, mais je pense quand même de toute façon que il y a un problème quand même actuellement d'enfants rois. J'ai même une invitée qui parle d'enfants empereurs tellement les choses s'aggravent. Et ça doit vous faire plaisir, Didier Pleu. Oui, enfant empereur, ils sont encore plus forts que ce que je disais. Mais non, mais vous avez raison. Il n'est pas, Brigitte, il n'est pas question de stigmatiser les enfants et de dire ils sont tous pourris, ils sont tous, je sais pas quoi. Sûrement pas, non. Absolument pas. Mais c'est vrai qu'autrefois, il y a un reporter, il y a un journaliste du Monde qui m'interviewait à propos des parents des adultes qui ne veulent plus d'enfants. Il me disait, est-ce que c'est pas un problème que les adultes ne veulent plus se frustrer à avoir des enfants tellement, c'est dur. Mais je disais surtout, mais c'est peut-être l'inverse, c'est pas qu'ils veulent pas se frustrer, c'est que les enfants sont tellement difficiles que beaucoup d'adultes décident de ne pas avoir d'enfants. Hein. Moi, je me souviens de l'introduction du bouquin que vous citiez, c'est quand même wagon sans enfants. On va en arriver là, quoi. Je pense que le problème majeur, c'est cette histoire de je fais ce que je veux d'intolérance aux frustrations. On n'est plus dans l'optique, c'est qu'un enfant soit de plus en plus autonome, épanoui dans sa personnalité. Ça y est, on a compris, il faut le faire, sinon c'est les blouses grises et le fascisme d'antan. Mais c'est l'intolérance aux frustrations. On va continuer, Didier Pleu, dans cette deuxième heure. Merci en tout cas de votre témoignage, Florence. Toujours bien d'avoir un témoignage un petit peu plus nuancé. Ça permet à chacun de trouver sa vérité, parce que vous avez raison, la vérité n'est pas universelle. Alors moi, je pose une question de sciences naturelles, Didier Pleu. Je fais un petit peu mon prof là. Écoutez bien, et vous me donnerez la réponse après les infos. Je suis une femelle et pourtant j'ai un pénis. Qui suis-je? C'est après les infos, vous aurez la réponse. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Didier Pleu, on se pose la question de l'éducation nécessaire pour qu'on puisse vivre paisiblement tous dans la même société. Je vous invite évidemment à réagir si vous êtes d'accord ou pas avec Didier Pleu. On a vu que Elisabeth et Florent étaient d'avis un peu différents. Donc vous avez vous aussi la possibilité de témoigner. On a besoin de gens qui sont sur le terrain. Donc 0826 300 300, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est Maxence qu'on va entendre dans un instant après la réponse à ma devinette. Didier Pleu, à ma question de sciences nat. Je suis une femelle et pourtant j'ai un pénis. Qui suis-je? Je sais pas trop. Un escargot? Non, j'en sais rien. Vous allez avoir une mauvaise note, hein, Didier. Oui, c'est pas grave, mais je l'accepte. Si je n'ai pas pris ma leçon, j'ai une mauvaise note. Voilà, donc une femelle qui a pourtant un pénis, c'est qui? C'est la lapine. Ça n'a pas l'air de... Bon, d'accord. Non, je sais pas, mais oui, la lapine, qui a une pine. Oui, vous avez compris. J'ai l'impression que vous n'aviez pas compris ici. Non, je vieillis. Bon, allez, Maxence, bonjour.
Bonjour. Écoutez, que vous dire? Écoutez, moi, j'ai une éducation très autoritaire, très stricte, très peu épanouissante parce qu'il fallait que je rentre dans un moule et un moule qui n'était plus adapté à l'époque. D'accord. Et du coup, j'ai eu de la chance de rencontrer d'autres personnes qui m'ont fait voir une autre façon de voir les choses. Et même, je me souviens à l'époque, je prenais exemple sur des séries qui existaient à l'époque. J'ai eu, du coup, j'ai mes sœurs, elles ont fait un peu l'inverse, c'est-à-dire que elles ont été très laxistes avec les enfants et je voyais tous les problèmes qui se présentaient. Et moi, en fait, j'ai été dans l'enseignement et j'ai travaillé avec la petite enfance, la moyenne enfance et l'adolescence. Et en fait, écoutez, moi je vois bien qu'un enfant à qui on n'apprend pas la frustration devient assez égoïste. Parce que c'est normal, on est tous pareils. Moi-même, je le serais aussi. Si je pensais qu'à moi, je penserais qu'à moi, qu'à mon plaisir. Et puis, tant pis, tout ce que je vais détruire sur mon passage comme être humain. Donc, j'ai appris aux petits finalement à apprécier la différence et à aborder les choses sous différents angles, de ne pas être sûr toujours de soi-même, mais de dire peut-être que. Et puis à l'adolescence aussi, j'ai été après enseignante avec les adolescents et il m'est arrivé d'être prof principale et de devoir accueillir les parents dont l'équipe me signalait des difficultés avec les enfants. Et là, je me suis parfois trouvée en présence de mamans qui venaient totalement dépassées par les difficultés et leur nombre important d'enfants. Et je me souviens que cette maman, il y a une maman particulièrement qui m'avait touchée parce que elle était la maman d'un des leaders difficiles de la classe. Et vraiment, je voyais tout l'amour qu'elle avait pour cet enfant et à quel point son enfant était hérisson avec elle. Donc par la suite, à la fin des cours, j'ai pu parler avec lui et je lui ai exposé tout mon ressenti de cette situation. Oui. Et je lui ai dit, dorénavant, pour la peine, moi je te veux devant moi, à cette place-là, devant moi, à première table, tu vas te mettre là. Mais non, madame, etc. Et en fait, je lui ai tenu tête. Et je lui ai montré à quel point sa maman était précieuse dans sa vie parce que son papa était un peu il laissait faire tout ce qui était autour de lui. Et par la suite, cet enfant s'est montré vraiment un bon élève. Et j'ai pas du tout regretté d'être. Mais ça, votre témoignage est important, Maxence, parce que je crois qu'en effet, quand on parle par exemple de traumatisme ou d'abus sexuels ou d'éducation vraiment déficiente, Didier Pleu, on se rend compte souvent que l'auditeur qui appelle et qui s'en est quand même sorti, qui a fait résilience, comme dirait le fameux Boris Cyrulnik, à un moment donné, il a trouvé un tuteur. Et je pense que dans ce que vous racontez, Maxence, vous avez été le tuteur ou la tutrice, plus exactement, de cet enfant. Vous êtes d'accord avec ça, Didier Pleu ? Tout à fait. Vous prononcez le mot résilience. Alors, les tuteurs de résilience font autorité. Oui, un enfant qui est carencé éducatif à la maison peut très bien rencontrer une autorité à l'école, quelqu'un qui l'admire, quelqu'un qui est dominant parfois, qui est conflictuel, mais qui partage, qui est empathique et bienveillant en même temps. Oui, c'est ça la bonne autorité. Donc, vous avez raison. Il n'y a pas de déterminisme. On devient résilient parce qu'on a des rencontres. Maxence parlait effectivement qu'elle a dû souffrir de ce côté autoritariste d'antan, etc., comme ma génération, mais on a rencontré des tuteurs de résilience. Moi, mon premier tuteur de résilience qui a fait autorité, c'était Bob Dylan. Oui. Parce que à la maison, j'avais un père absent, j'avais il y avait rien. C'était du grand vide. Je l'ai trouvé dans la littérature et après dans la chanson et ensuite avec Dylan. J'avais des réponses. On a besoin d'autorité, mais pas n'importe quelle autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Autorité quand même qui signifie, qui donne des modèles et non pas une autorité qui est simplement horizontale avec vous pour faire plaisir à la culture jeune. Mais attention, dans ce que disait Maxence aussi,
elle dit bien que ce père était absent, là, le mari de la femme qu'elle écoutait. Donc, j'ai envie de dire toujours, où sont les pères, où sont les pères, où sont les pères? Souvent dans les mêmes, c'est du classique, mais j'entends toujours des mamans qui sont vraiment dans l'actualité de leurs gamins tous les jours, confrontés à ces problèmes de discipline, d'obéissance, d'aide à la maison, etc. Et je vois souvent des pères qui jouent. Je veux pas stigmatiser tous les papas, mais attention, est-ce qu'ils ont peur eux-mêmes d'avoir de l'autorité? Mais il y a un gros souci, ça. La maman ne peut pas tout faire toute seule, ça n'est pas possible. Surtout quand on a porté un enfant et qu'on l'a élevé, je pense que c'est beaucoup plus dur d'être dans une position d'autorité, de dominant et de conflictualité quand il le faut. Donc il faut que ce soit papa et maman, l'autorité. Pas l'un ou l'autre, s'il vous plaît. Maxence, je vous laisse continuer. Oui, je trouve tout à fait, parce que les deux parents apportent un regard différent, une façon d'être différente, et surtout, moi, j'avais trouvé la nécessité de lui apprendre le respect de la mère, et au-delà, parce que ça va au-delà. Quand on respecte sa mère, mais je trouve que c'était assez malin de votre part, justement, de lui dire à quel point une maman c'est un être cher, parce qu'évidemment on sait que tout garçon aime sa maman, même si parfois il est en révolte contre elle. Donc c'était bien vu, parce que c'était joué au niveau du cœur et non pas de la tête, quoi. Et je pense que ça marche toujours mieux. En fait, je voyais tellement la maman dire « Mais pourquoi tu fais ça, mon fils? Pourquoi ?» Et je la voyais tellement bonne, cette maman dépassée avec ses 8 enfants, que elle essayait vraiment de faire le mieux, et je trouvais que c'était tellement important qu'il respecte sa mère. Et vous prononcez le mot, respect, et c'est vrai que Didier Pleu, quand on est dans le refus de la frustration, on ne peut plus respecter l'autre. Et d'ailleurs, est-ce qu'on se respecte soi-même? Non, on n'est plus dans le respect de l'autre. Et puis effectivement, c'est là que Maxence est intervenu. C'est là aussi que j'intervenais quand j'étais en consultation en présentiel avec des ados. Quand j'entendais un ado au premier entretien avec ses parents qui disait à sa mère ou à son père « Eh ben toi », d'un air de dire « pauvre cave » ou je sais pas quoi, j'intervenais pour dire aussitôt « Mais t'as été maltraité, t'as été battu, t'as été violenté, qu'est-ce qui mérite de traiter ses parents comme ça ?» C'est ça aussi la position d'autorité, c'est prendre parti. C'est pas dire aussitôt à l'ado « Oh, tu dois avoir des soucis si t'as insulté ton père », c'est de dire « Non, il y a des no-no. Il y a des choses que je n'accepte pas en tant qu'adulte. On respecte ses parents. Par contre, si tu me prouves après que ses parents sont toxiques, non respectables, on en reparlera et je t'écouterai. Mais dans un premier temps, le bon sens, c'est de dire non, alors je ne suis pas dans le côté tu respecteras ton père et ta mère d'une façon religieuse et inconditionnelle, mais quand même, c'est ça l'autorité. Il y a des règles, il y a une morale de vie. Je relisais Durkheim récemment, le sociologue là, du début du XXe siècle. Il parlait d'éducation morale. L'éducation morale, c'est-à-dire que l'humain ne peut pas, avec ses pulsions, son ego, être dans une espèce de philosophie sociale comme ça, naturelle et épanouissante. Non, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et oui, c'est une réalité qui parfois nous dérange, mais malheureusement, oui, on apprend à être un être humain, sinon on reste un sauvage. Merci beaucoup, Maxence, de votre témoignage qui nous fait avancer, puisqu'on a rajouté le mot respect. Je crois que c'est important aussi. On va continuer, Didier Pleu, dans un instant avec nos auditeurs au 0826 300 300, mais c'est le moment de fêter Noël ensemble, ce grand sapin de Noël. Sud Radio, vous le savez, vous pouvez gagner de nombreux cadeaux et peut-être un casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Peut-être aussi une montre Icewatch Solar Power. Et puis, bien sûr, il y a énormément de cadeaux qui vous attendent au pied de ce sapin de Noël Sud Radio. Vous le savez, pour gagner, il faut appeler le 0826 300 300 et ce sera aujourd'hui le 7e appel qui gagnera un cadeau. Voilà. Alors, Didier Pleu, vous n'avez pas le droit de jouer, mais vous restez avec nous. On se retrouve tout de suite.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Didier Pleu est avec nous et il nous rappelle que l'éducation bienveillante, ça suffit. C'est le titre de son dernier livre aux éditions Odile Jacob. Didier Pleu qui depuis déjà une bonne vingtaine d'années nous rappelle bien que malheureusement on n'est pas naturellement bon. On a besoin dès notre plus jeune âge à comprendre qu'il y a le principe de plaisir, certes, mais il y a aussi le principe de réalité et ça passe évidemment par l'acceptation à la frustration. Annick, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Pleu. Merci de votre accueil. J'ai écouté avec intérêt les témoignages des personnes sur cette thématique d'actualité. Ça m'interroge en fait sur l'application est-ce que l'on peut aujourd'hui avoir auprès de nos enfants l'éducation que nos parents ont eue ou même nous, enfin moi je sais pas donc je me situe mais j'ai une cinquantaine d'années par rapport aux outils et à la façon dont le monde évolue, où nos enfants très tôt sont devant des écrans, où les parents aujourd'hui chacun travaille. Voilà, on peut. Alors, je pense. Enfin, pour moi, il y a des choses positives dans cette forme de nouveau savoir qui peut ouvrir de façon positive les jeunes extrêmement rapidement à des formes de savoir. Mais également, c'est un outil qui est utilisé par les parents pour lorsqu'ils n'ont pas de temps utile, assez de temps à offrir à leurs enfants et j'ai envie et je pense que comme disait Elisabeth tout à l'heure, aujourd'hui on en demande beaucoup à l'éducation, aux enseignants et ils doivent faire avec les particularités de chaque enfant, de chaque famille, avec la progression aussi des familles qui se séparent, etc. Là, je crois que vous soulevez le lièvre, hein, Annick. Je crois qu'il ne faut pas compter sur l'éducation nationale, aussi merveilleuse pourrait-elle être, pour récupérer tous les enfants qui n'auront pas été éduqués dans les familles. Enfin, je crois, hein, Didier Pleu, que, enfin, ce serait chouette, mais je crois que c'est totalement utopique, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Pleu? Oui, non, tout à fait. Non, faut pas. Ils ont déjà assez de soucis comme ça, ils sont pas responsables de tout, mais ils sont en complémentarité des familles. Mais dans ce que disait Annick, ce qui est intéressant, c'est que je suis d'accord, il n'est pas question de retourner dans l'ancien temps avec des valeurs style travail, famille, patrie, point barre, et on ne s'occupe pas de l'individualité de la personne, de sa particularité. Mais quand même, il ne faut pas non plus qu'on soit dans l'excès des particularités. C'est-à-dire, on peut aussi réinscrire des valeurs qui sont traditionnelles et bonnes dans le quotidien, même en 2023, c'est-à-dire de dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut, qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas tout le temps dans le plaisir immédiat, qu'on n'est pas obligé d'être 4 heures devant un écran, etc. Ça, ce sont des bonnes valeurs par rapport à la réalité. Ça n'a rien à voir avec le siècle. Donc, c'est ça mon affaire. C'est pas revenir aux grandes croyances d'avant. On a vu qu'elles étaient excessives, mais par contre, il y avait des choses qui étaient bonnes au niveau du sentiment social, du lien à l'autre. Par contre, il faut prendre ce qui a été bon dans l'affaire de créativité, de respect de l'enfant, dans sa particularité, en alliant justement cette histoire de sentiment de l'autre. Moi, je crois que c'est ça, ce sont des valeurs, mais qui ne sont pas du tout contradictoires avec le XXIe siècle. C'est pas parce qu'il y a des écrans partout qu'il faut être en ce moment plus entrepreneur, plus je ne sais quoi, qu'il faut abandonner certaines valeurs qui sont simplement, tu n'es pas tout seul. Ça, c'est le grand truc auquel je suis tout le temps attaché en disant mais non, l'enfant doit apprendre ça très tôt. Oui, mais ce que soulève Annick aussi, je trouve, et qui est intéressant et qui est un vrai problème actuel, c'est qu'en effet, les enfants vont très vite communiquer sur les réseaux sociaux, vont malheureusement très vite tomber sur des images de pornographie, et c'est quand même aux parents de leur dire quelle est la réalité de la vie, parce que la réalité de la vie, c'est pas ce qu'on voit sur les écrans, quoi. Je crois que c'est ça aussi que vous soulevez, Annick. Oui. Les protéger, et puis aussi, bien sûr. J'ai l'impression que il faut aider ces parents à être parents aujourd'hui en parallèle de ce qu'ils apprennent à l'école.
dernièrement, on avait une information sur notre village où les élus rappelaient, ou la municipalité rappelait à l'ordre par rapport à des parents qui avaient agressé, je sais pas, des profs ou des instits ou des personnes qui gardent le soir parce que, je sais pas, ils avaient été pas contents de la façon dont on avait traité leur fils. On en revient à cette idée que mon fils vaut mieux que l'autre et mérite. Alors on peut pas faire de l'individualité et je pense que les enfants ne peuvent pas prendre exemple là-dessus si leur parent n'est pas là effectivement pour imposer ces règles légalement et je pense que les parents aujourd'hui sont aussi en demande de comprendre comment être de bons parents, comment travailler le jour mais le soir avoir un vrai temps avec son enfant pour lui demander comment il a passé sa journée et pas juste le sortir de son écran ou de devant la télé pour venir manger. Enfin, je pense que c'est ça aussi l'éducation, mais je suis d'accord avec Monsieur Pleu que les règles et les limites et la bienveillance peuvent être présentes également par rapport à oui, mais de toute façon, quand dans des familles on passe le repas avec chacun sur son smartphone et qu'il n'y a plus de lien familial, on voit bien que quelque part ça ne peut que poser des problèmes par la suite. On pourrait par exemple, Didier Pleu, créer, l'État pourrait créer un site avec des conseils fondamentaux pour les parents. Ça serait pas si compliqué que ça à faire, non ? Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est fait avec le site sur les 1000 premiers jours, mais où là, on enseigne aux parents que toujours l'antienne qui est il faut beaucoup de bienveillance, d'empathie, de respect et d'amour. Je suis d'accord, mais il reste toute l'autre partie dont on parle aujourd'hui. Peut-être que il est temps de rectifier. Oui, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien qu'on dise effectivement, par exemple, que comme disait Annick, l'essentiel quand on éduque, c'est de partager avec ses enfants. Donc, même si on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai que c'est à nous de voir si on n'est pas un peu trop sur nos écrans le week-end, si on n'est pas le week-end un peu trop Club Med dans des loisirs, au lieu de faire des choses, effectivement, que peut-être les enfants n'ont pas forcément envie de faire, mais qui serait un vrai partage et en même temps de l'éducation. Tout ça, je répète, c'est du bon sens, mais il ne faut pas non plus qu'on soit tout le temps séduit par les chapelles de si votre enfant est absolument accepté dans un climat de bienveillance et d'amour, ça va suffire. Non, ça ne suffit pas. Comme la frustration ne suffit pas. Si on ne frustre qu'un enfant toute la journée, dont tu dois faire ci, ceci, cela, effectivement, il ne sera pas heureux. À mon avis, ceux qui nous écoutent dans cette émission le savent, parce qu'il y a longtemps que je dis que pour réussir son histoire d'amour, l'amour ne suffit pas. Donc c'est pareil, Didier Pleu. C'est pour ça que je suis toujours ravi d'être invité par vous. Merci. Merci. Non, mais tout est une question d'équilibre, je pense, pour toute chose, quoi. Et donc, c'est trouver le juste milieu et le juste dosage en fonction de nos comment dire, les limites socio-économiques, les situations familiales, etc. Mais effectivement, arriver à faire quelque chose qui tourne et de revenir à une forme quand même de règles, de respect, mais d'autant plus que on a tous dans notre entourage parfois reçu des gens qui avaient des enfants particulièrement mal élevés ou qui manquaient franchement de limites. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de poser les limites par rapport à ces enfants plutôt jeunes, évidemment, parce que quand ils sont ados, ça devient plus compliqué. Très vite, on voit à quel point ils sont ravis que quelqu'un leur pose des limites. Donc c'est ça aussi qu'il faut peut-être expliquer aux parents, c'est que donner des limites à un enfant, ce n'est pas ne pas se faire aimer par l'enfant, bien au contraire. C'est peut-être ça le message de Didier Pleu qui passe pas assez. Oui, et puis moi ce que j'aime bien quand vous dites, c'est quand vous intervenez, même si ce ne sont pas vos enfants, combien de fois on me disait non, tel beau-père ou telle belle-mère s'interdit de faire l'éducation dans une famille recomposée. Mais si, moi cet été, j'ai passé 15 jours à faire de l'éducation avec des petits-fils par alliance. Alors j'aurais pu très bien dire 14 ans, 11 ans, ce sont pas mes petits-enfants biologiques, je m'en occupe pas. Non, c'est l'affaire de tout le monde, l'éducation. Pas dans le sens écraser les enfants, mais dans le sens nous sommes des adultes et on a des choses à vous apprendre, on a beaucoup de respect à vous donner, on est d'accord, mais écoutez un peu ce que le grand-père a à dire, ce que le beau-père a à dire, ce que l'enseignant a à dire, etc. Sinon, qu'est-ce qu'il va le dire ?
ce sera ou le psychiatre ou le juge des enfants ou le juge tout court. Vous savez, c'est ce que l'on disait, nous, quand on a arrêté d'avoir des foyers de semi-liberté en France où on travaillait avec des jeunes délinquants, on disait, ils sont où maintenant? Ils sont ou dans la rue, ou en HP, ou alors en prison. Non, l'éducation, c'est ni l'un ni l'autre. Eh bien, Didier Pleu, on va continuer. Merci Annick. En tout cas, on continue avec le Love Conseil dans un instant. Et puis, vous pouvez également nous rejoindre au 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Didier Pleu, je propose de rendre l'amour durable dans ce Love Conseil. Je viens de le dire, l'amour ne suffit pas pour faire durer une histoire, et pour transformer le sentiment en amour durable, eh bien, il semblerait qu'il y a 4 étapes à traverser. Je vais vous les citer, puis je vais vous dire un petit peu en quoi ça consiste. Donc, la curiosité, la connaissance, l'acceptation et l'admiration. Donc, à vous de faire le point et vous saurez si votre couple est durable. Alors, la première étape, donc, la curiosité, c'est découvrir son partenaire tel qu'il est. Donc, avoir un petit peu d'envie de le découvrir, justement. Ensuite, il faut apprendre à le connaître tel qu'il est, et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit ou tel qu'on l'imaginait. Ensuite, il faut s'adapter à ses réactions, ses états d'âme, ses opinions. Et puis après, il faut l'accepter, c'est-à-dire le prendre tel qu'il est et renoncer surtout à vouloir le changer. Parce qu'on sait que beaucoup surtout des femmes d'ailleurs, essayent de changer leur partenaire. Et puis après, donc il faut reconnaître évidemment les défauts et faire avec. C'est en ça que je dis d'ailleurs, lorsque on rencontre quelqu'un qui a des défauts qu'on ne supporte pas, c'est pas la peine de continuer, parce que de toute façon, à un moment donné, ces défauts nous seront totalement insupportables. Tandis que ces qualités, évidemment, on les acceptera. Et puis après, il faut le respecter. Et ça passe donc par l'admiration. Je pense que dans un couple, lorsqu'on ne s'admire plus, je pense que le couple a plus ou moins long terme ne fonctionnera plus. Donc je rappelle donc qu'il faut que vous puissiez être curieux, connaître l'autre, l'accepter et l'admirer. S'il y a un de ces 4 éléments qui vous semble un petit peu défaillant en ce moment, peut-être que vous pouvez y travailler si vous avez surtout envie de faire durer votre couple. Didier Pleu. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous venez de dire, surtout qu'il y a là-dedans, il y a un de mes thèmes favoris qui est l'acceptation inconditionnelle. Ça veut dire qu'on se résigne dans un couple, ça veut dire qu'on constate parfois que les choses sont comme ça et que notre partenaire n'est pas forcément l'idéal, mais que peut-être on peut améliorer des choses, en parler, ou si ça ne change pas, l'accepter. Eh oui, l'acceptation. Moi, plus j'avance dans la compréhension de la vie, de l'être humain, plus je crois, Didier Pleu, que l'acceptation, c'est quand même la chose la plus fondamentale si on a envie d'être heureux et de vivre correctement. Tout à fait, l'acceptation, c'est vraiment s'harmoniser avec le principe de réalité, c'est-à-dire il y a des choses que je peux changer, des choses que je ne peux pas changer, mais de se dire toute la journée, ça devrait pas être comme ça. C'est pas terrible. C'est comme le bracelet que j'ai offert à mon petit-fils par alliance. Le bracelet que m'a donné une pédagogue québécoise, c'est écrit dessus. J'aime pas ça, mais c'est comme ça. Bon, c'est un peu court. Voilà. Oui, mais bon, au moins c'est clair. Eh bien, nous avons notre gagnant, Didier Pleu, et c'est Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Didier Pleu qui est avec nous. Alors, voilà, vous étiez le 7e appel et donc vous avez été sélectionné. Vous savez que le 7, c'est un chiffre magique, Nicolas. C'est ça. Je suis plutôt heureux d'avoir gagné et puis heureux de vous avoir au téléphone aussi. Et moi aussi. Et vous savez ce que vous avez gagné? Non, vous allez le savoir dans un instant. Qu'est-ce que vous avez gagné, Nicolas? Vous avez gagné cette shootingbox.com. Alors, moi, je trouve ça assez sympa parce que grâce à cela, vous allez pouvoir choisir un photographe professionnel parmi les 400 qui sont sélectionnés et vous allez pouvoir aussi faire une photo. Alors, soit chez vous, à votre domicile, ou pourquoi pas en studio ou en extérieur. Et vous aurez donc la possibilité, grâce à une magnifique photo faite par un professionnel, d'immortaliser ce moment en famille. Donc ça, c'est déjà un super cadeau, Nicolas?
Oui, tout à fait. Ben, je suis super heureux. Je vous remercie pour tout. Et puis, je tenais à vous dire de... Oui, pardon, allez-y. Oui, allez-y. Non, allez-y, Nicolas. Je tenais à vous dire aussi que votre émission est superbe et de continuer comme ça. C'est de la bienveillance au quotidien et je vous écoute tous les jours dans mon camion. Eh ben merci. Mais c'est pas tout. Vous avez aussi gagné autre chose, Nicolas. Vous avez gagné vous avez gagné un ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Jeff de Bruges. C'est pas mal. Ben, on va se régaler, c'est super. Vous les gardez pour les fêtes. Hein. Enfin bref, exactement, c'est ça. Je crois qu'il y a 1 kilo de chocolat fondant, croustillant, obtus. Enfin bref, ce sera aussi pour toute la famille, évidemment, pendant les fêtes. Eh bien, super. Bravo Nicolas et soyez prudents sur la route, évidemment, tout en nous écoutant, bien sûr. Toujours. Je vous remercie pour tout. Merci Nicolas. Au revoir. On continue avec Patrick Didier-Pleu qui nous a rejoint. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte, bonjour Didier-Pleu. Bonjour. Alors vous avez 5 enfants, Patrick, je crois, hein? Oui, c'est une passion pour moi. J'ai 5 enfants, j'ai 2 grands-fils qui ont 23 et 25 ans, j'ai 2 filles qui ont 5 ans et 3 ans, et un petit dernier qui vient d'arriver, qui a 2 mois. Donc j'imagine que c'est avec 2 femmes différentes au moins. Oui, au moins minimum. Oui. Parce qu'avec il y a des moments différents. Avec la différence d'âge, ça me paraissait... Exactement, oui. Ouais. C'est l'avantage des hommes, c'est qu'on peut être papa tardivement. Oui, jusqu'au bout, oui. Et voilà, je prends bien ce plaisir. Et sans doute d'ailleurs que vous n'êtes pas tout à fait le même père avec les deux grands et les 3 plus petits. Moi, mais pas si différent que ça. Non, vous étiez déjà un bon père à l'époque? Je pense, oui. C'est parce que j'ai eu aussi des bons exemples avec mes parents, donc j'étais assez assuré là-dessus. Ma maman était assistante maternelle, et donc j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour les enfants, parce qu'il y en avait toujours à la maison, et je m'imaginais pas d'ailleurs, je voulais ou je souhaitais une vie avec des enfants, et je me voyais vraiment papa. Donc je suis très réalisé par moi-même lorsque je suis papa. Et par contre, je n'ai pas de dogme ou d'idéologie. Moi, je pense que pour l'éducation, il faut beaucoup d'abord de cohérence par rapport à ses valeurs et à ce qu'on a envie de transmettre. Il y a des écueils à éviter. Faut pas penser que c'est des mini-mois ou avoir des transferts émotionnels trop intenses. Des enfants du type il ou elle fera ce que je n'ai pas réussi à faire, ou je ferai tout pour qu'elle ne revive pas ce que j'ai eu comme. En tout cas, il faut être lucide de ne pas tomber dans ce panneau, même si forcément qu'inconsciemment on est tenté par ça. Hein, je crois qu'il faut reconnaître. Mais ce que je trouve intéressant, Didier Pleu, c'est que Patrick, déjà, de par sa mère, il a un modèle assez, on peut imaginer, assez juste, et il a utilisé le terme de cohérence. Et je crois que ce qui manque aussi beaucoup enfin moi c'est ce que je vois autour de moi et ce que j'entends parfois dans l'émission, c'est que un enfant, il faut être cohérent on peut pas un jour lui permettre quelque chose et le lendemain lui interdire, quoi. Oui, puis sans doute que Patrick a vu, si sa maman était assistante maternelle, a vu très vite que sa maman pouvait très bien l'aimer en tant que fils, mais il était aussi inclus avec d'autres enfants qui étaient sans doute confiés à sa maman. Donc très vite, il a appris ce qu'on appelle le sentiment de l'autre, c'est-à-dire la socialisation. Oui, la maman était un modèle, la maman lui a montré des choses, et c'est ces choses-là, comme quand Patrick dit je réponds pas à des idéologies, oui, il a vu la réalité des choses, et très vite il a appris qu'on pouvait être une grande famille et s'entendre, et sans doute qu'il y avait des règles et des choses qui passaient bien. Oui, Patrick, allez-y. C'est aussi de dire qu'on va faire des erreurs, ne pas avoir peur, et surtout, je pense que moi je serais assez positif parce que je vois quand même une place plus importante des hommes dans l'éducation des enfants. Ça c'est sûr. Ça c'est formidable. Et en effet, un des problèmes peut-être qu'a notre société, c'est que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir élever vraiment les enfants à deux. Autant je me sens vraiment papa et très très bien dans mon rôle et très heureux de le faire. Autant si je devais être dans une situation de foyer monoparental, ce serait pas du tout la même chose. Et ça, c'est de faire les choses à deux, c'est aussi partager son expérience, parce qu'on n'a pas forcément
totalement les mêmes visions des choses d'ailleurs, ou la même vision de l'éducation. Il y a des, moi, avec ma femme, on a des choses sur lesquelles on n'est pas totalement d'accord. On n'est pas en très grand désaccord, donc déjà ça permet aussi d'avoir une vision plus en stéréo, hein, d'avoir un peu une vision parfois décalée, de ne pas être buté sur ce qu'on a en tête. Donc ça permet une altérité intéressante, pas une confrontation, mais une altérité intéressante. D'ailleurs, je crois quand les deux parents sont vraiment à l'opposé dans leur manière de vouloir éduquer, je crois Didier Pleu que ça crée souvent des enfants qui profitent de la différence et de la situation pour faire un peu ce qu'ils veulent. Oui, c'est ce qu'on appelle les parents collaborateurs, c'est-à-dire que l'enfant va faire alliance avec celui qui effectivement est le plus proche de son désir, de principe de plaisir, quoi. Puis en plus, ce genre d'enfant casse les couples, hein. Combien j'ai vu de couples qui étaient cassés parce que l'enfant avait tellement fait alliance avec un des parents que c'était intenable pour l'autre, parce que cela ne correspondait plus du tout à ses valeurs et à ce qu'il voulait. Et surtout, ça retire de la cohérence, parce qu'en effet, là, l'enfant, il voit qu'il y a deux modèles qui sont pas sur le même plan, et il se dit comment je vais être. Et les enfants ont besoin de cette cohérence, et la cohérence vient aussi de la façon dont on est. Si moi je dis quelque chose à mes enfants, peut-être qu'ils vont le retenir. Ils vont surtout retenir ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Et ils sont beaucoup plus reproducteurs des actes que des paroles. Bien et donc, sûr. Si par exemple je me comporte mal régulièrement avec ma femme et ou les autres personnes dans la vie en général, et que j'insulte, que je parle mal, les enfants vont reproduire ce mode de communication vis-à-vis de l'extérieur. Si je suis respectueux, ils vont reproduire, j'espère, cette forme de respect. Oui, vous êtes un modèle pour vos enfants de toute façon, quel que soit le. Alors évidemment, si on je prends l'exemple très simple de l'adulte qui dit à son adolescent il faut pas fumer, mais qui fume clope sur clope, ça passe pas toujours très bien. Non, on dit toujours que les parents ne doivent pas être parfaits pour pas mettre de pression. Non, on parle pas de perfection, mais quand même, comme vous l'avez dit, des modèles. On ne peut pas dire à un enfant, un ado, arrête tes écrans si on est tout le temps en train de prendre son smartphone, etc. Donc oui, on est aussi des humains faillibles, mais pour un enfant, c'est le modèle qui compte. Mon père me parle de l'altruisme, mais j'ai vu que il s'occupait pour donner des jouets ou des légumes gratuits aux voisins, etc. C'est le modèle. Et ça fait partie d'un des critères incontournable de l'autorité, le modèle. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui a été contesté. Si vous êtes un modèle, vous êtes dominant, vous écrasez l'individualité de l'enfant. Ça n'est pas vrai. Par contre, si on n'est que modèle et que en exemplarité et qu'on ne tient jamais compte du tempérament, de la spécificité de son enfant, là, on retombe dans le modèle autoritariste. C'est toujours pareil, hein. Comme l'a bien compris Patrick, c'est au milieu de tout ça. Alors, c'est pour ça que là, moi, j'essaie toujours autant les idées m'intéressent, autant l'idéologie en général assombrit les choses, et donc c'est pour ça que j'en parle dans ce débat. Oui, il y a des gens qui m'agacent de part et d'autre dans leur prise de parole, soit parfois sur peut-être une éducation un peu trop sévère qui me heurte ou qui n'est pas mon modèle à moi, ou d'autres choses plus ouvertes à la mode. Mais je me souviens, j'avais mis sur un réseau social un post évoquant le lieu où j'avais rencontré ma femme, où j'étais repassé, et tout bonheur que j'avais de repasser à cet endroit-là ce jour-là, et j'espérais que mes filles, elles aussi, auraient peut-être un jour l'occasion de rencontrer un amour sur la place Dauphine. Et une de mes connaissances m'a fait la réflexion, peut-être rencontrer un ami ou une amie, comme si je vais me projeter à tout prix de faire en sorte que mes filles de 3 ans à l'époque, je fasse bien attention, que je respecte leur volonté. Mais bien sûr que mes filles auront leur sexualité, et si un jour elles préfèrent les femmes, moi ça ne n'affectera pas, mais je vais pas me projeter ou commencer à me dire moi je suis hétérosexuel, donc attention, est-ce que je vais pas les écraser? Je crois qu'il faut s'assumer, pour savoir qui on est, et se dire elles vont aussi se détacher de mon modèle, et je suis pas en train de les martyriser en leur poussant des idées dans la tête au forceps. Oui, votre exemple est très très intéressant, parce qu'il est tout à fait à l'image de ce qu'on entend parfois. Merci beaucoup Patrick, merci vraiment. Merci à vous. On fait une petite pause, Didier Pleu, et on va conclure avec Frédéric qui nous rejoint dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Eh bien, Didier Pleu, il est presque déjà le temps de se quitter, mais je crois qu'on a donné bien l'information tout au long de ces 2 heures. Je crois qu'on a bien compris qu'un enfant, ça s'éduque, et ça c'est dans le terme éduquer. Il n'y a ni d'autoritarisme, ni de laxisme. Hein. C'est important de le rappeler. Didier Pleu, c'est Frédéric qui conclut avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Didier. Donc vous êtes un peu comme Patrick, hein, de 2 grands-enfants et 2 petits. Oui, c'est ça. Et j'ai ça. Bon, pour ma part, je dirais que par rapport, j'ai pas tout entendu l'émission, mais j'en ai un petit peu entendu. Et moi, j'ai été, disons, relativement sévère avec mes enfants. Oui. Quand même, dans un certain sens, pas maltraitant, attention. Hein, non, j'imagine bien. Disons que oui, ils ont pris un peu de tout petit aux fesses de temps en temps. Bon, après c'était relatif. J'avais un qui était un peu plus dur et mon garçon était un peu plus dur. Et ma fille n'a pas fait les mêmes bêtises, mais elle en a fait quand même. Donc je trouve par contre, bon bah maintenant ils ont 29 et 31. Donc avec mon fils, avec ses 2 enfants, lui est pas, il est pas laxiste, il est quand même pas dur non plus, mais je veux dire, il s'en occupe. Oui, bien sûr, mais il faut. Hein. Je pense que on est dans une ère où les gens laissent peut-être un peu trop faire les choses. Quand même, c'est un point de vue personnel, je trouve que... Oui, c'était un peu le thème d'aujourd'hui, et je pense qu'on a entendu des témoignages qui vont dans ce sens. Vous voulez nous raconter, je crois, une difficulté que vous avez rencontrée justement à ce sujet ? Bah oui, mes aventures, on va dire, c'est il y a une dizaine d'années. Ma fille avait 14-15 ans, ouais. Une bonne dizaine d'années même donc, et c'est vrai qu'elle a aidé une camarade qui était en train de se faire malmener par une espèce de fille du lycée qui était la chef de bande, de meute ou je ne sais quoi, et donc ma fille est intervenue, et comme elle sait se défendre, on va dire, elle a évité le coup et elle a fait une balayette à la gamine. Oui. À l'autre personne, donc envenimée, ce qui fait qu'après ma fille a été plus ou moins harcelée, donc à tel point que à l'école, pendant les intercours et à la sortie, elle restait dans le réfectoire parce que il y avait un groupe qui l'attendait. Donc là, j'ai trouvé ça déjà assez terrible de l'éducation nationale que c'est ma fille qui nous a prévenus. C'est pas, on a eu l'éducation nationale, ça a été du néant à ce niveau-là. Et du coup, mon fils, lui, comme a été dans ce même lycée, a voulu intervenir, et il se trouve que la gamine a fait croire aux autres qu'il l'avait giflé. Or que je le connais, je veux dire, s'il est arrivé une fois de Zouba s'embrouiller avec une copine à lui, je veux dire, avec ce qu'il a pris comme dose entre sa mère et moi, je peux vous garantir qu'il a jamais recommencé, il a compris les choses. Et donc on savait très bien qu'il l'aurait pas fait. Et donc il s'est avéré qu'ils sont arrivés à une vingtaine devant la maison, et ça a fini, lui il a pris 5 jours d'ITT, moi 3, parce qu'on a été obligé d'en venir aux mains. Enfin, on n'a pas eu le temps de réfléchir, c'est eux qu'on directement. Qui vous ont agressé, ouais, qui nous ont agressés. Quand même, pour avoir des jours d'ITT, c'est que ça a été assez violent. C'est évident que c'est violent. Oui. Après, la police est intervenue entre deux. La police est intervenue entre deux. Elle en a arrêté quelques-uns, mais bon, pas de suite, pas de nouvelles. Il y avait quand même un majeur dans le lot. Oui, mais c'est pour ça que tout à l'heure j'avais évoqué le Far West, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qui peut peut-être arriver si on remet pas justement un peu plus de bon sens. Hein. Didier Pleu, je crois que vous avez beaucoup insisté sur la notion de bon sens, parce qu'au fond, ça doit se régler de manière par le dialogue et non pas par les coups, quoi. C'est toujours la même histoire. Oui, puis ce que rapporte Frédéric, c'est typique par rapport à ce problème des harceleurs. On entend beaucoup parler des harceleurs à l'école, mais ça n'est pas aux élèves eux-mêmes de faire l'autorité, ni aux adultes, ni aux parents. C'est ça le Far West. Non, c'est où sont les adultes à l'école, où sont les adultes
pour justement regarder, observer, repérer les harceleurs et donner des conséquences. C'est ça le problème, c'est que on est dans la salle de défense. Là. Alors comme vous dites, on va être attiré, fasciné par tout ce qui est ordre. Et là, on risque de tomber dans le mouvement de balancier, c'est-à-dire, là, on va avoir des flics dans chaque cour de récréation, quoi. Non, c'est pas ça. Que chacun assure son autorité. Quand il y a des harceleurs dans un établissement, on doit pas simplement faire des cours d'empathie comme propose le ministre, il faut aussi faire des cours d'autorité auprès des enseignants pour savoir qu'est-ce que l'on fait quand il y a un petit délinquant qui fait le trublion partout. Ouais. Oui, parce que au départ, votre fille, avec empathie, essaye de défendre sa copine, et là, en effet, si tout de suite l'éducation nationale était intervenue et avait remis les choses à leur place, ça n'aurait pas dégénéré jusqu'à ce que vous soyez agressé. C'est ça. Déjà oui, c'est pourquoi on permet ce genre de comportement dans les couloirs d'une école, enfin d'un lycée ou d'un collège. Pourquoi Moi, je me rappelle, je suis des années 70, j'étais en école primaire, alors j'avais une maîtresse qui était déjà, elle assurait les 2 cours de CM1 et CM2, et tout le monde la craignait. Bon, après, le matin, on avait une morale qui était écrite au tableau. Je veux dire, c'était comme ça. Et il nous apprenait des choses. Je pense que maintenant, on veut leur apprendre tellement de choses que, en fait, on n'apprend pas grand-chose à la je crois qu'on a finalité. Je crois qu'on est 23e. C'est tombé il y a 2 jours, je crois, Didier Pleu. Donc, on voit bien que on peut pas dire que ça a avancé de ce côté-là non plus. Ça a plutôt régressé. Donc voilà. Bon, écoutez, Frédéric. Juste une aventure. Oui, mon allez-y. petit-fils de 9 ans fait du judo. Oui. Mon petit-fils de 9 ans fait du judo et à un bon niveau, il aime ça. Et la maîtresse est venue voir mon fils un jour en lui disant faudrait lui demander d'arrêter parce que là, il a un petit peu tendance à faire des balayettes aux autres, à vouloir être le caïd. Donc mon fils a pris les choses en main. Déjà, il a été puni de Switch. Le jeu vidéo. Oui. Et puis il en a parlé aussi à son prof de judo qui lui aussi lui a expliqué les choses. Voilà, je pense que c'est à ce niveau-là où les parents vont intervenir. Aussi devraient intervenir plus. Oui, votre fils a fait ce qu'il fallait pour justement remettre la notion de respect de l'autre et pas qu'il a le droit, sous prétexte qu'il fait du judo, de faire la loi. Merci Frédéric, merci beaucoup Didier Pleu d'avoir passé ces 2 heures avec nous. Et puis, écoutez, bravo, vous étiez en avance sur votre temps il y a 20 ans et aujourd'hui, on voit bien qu'il est temps de remettre une éducation non pas bienveillante, mais une éducation tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à aller lisez Didier Pleu. Il y a énormément de livres. Je ne vais pas tous les citer, mais de toute façon, ils sont tous excellents. Didier Pleu, merci beaucoup. Merci. Et puis on se retrouve bientôt sur un autre sujet. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan et demain, dès 14h, on sera en compagnie de Michel Odoul. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien avoir la possibilité de parler à Michel Odoul, donc n'hésitez pas, vous pouvez dès à présent, si vous voulez, appeler Sud Radio. En tout cas, demain, on va parler, vous savez, on fait un peu le tour de tous nos organes et demain, plus précisément, nous allons parler des reins et de la vessie, qui sont aussi des organes dont il faut prendre soin. À demain.